La garde à vue est une mesure de contrainte régie par l'article 62.2 du Code de procédure pénale. Elle est décidée par un officier de police judiciaire à l'encontre d'une personne soupçonnée d'avoir commis ou tenté de commettre un crime ou un délit. Bienvenue dans Garde à vue, le podcast. Dans la nuit du 9 au 10 avril 2009, à Grandchamp en Bretagne, un cambriolage a mal tourné dans la superbe propriété d'un couple de personnes âgées. Anne-Marie, une femme de 75 ans, est morte étouffée sous 5 mètres de ruban adhésif que les cambrioleurs lui ont collé sur le visage. Eugène, son mari de 90 ans, s'en est sorti indemne. 3 jours après le cambriolage, Josiane Lecouviour, une des belles-filles du couple, est interpellée à son domicile. Elle rejoint la gendarmerie de Lorient. Sa garde à vue, commencée à 17h, le 13 avril 2009, se poursuit. Vous écoutez le 3e épisode de l'affaire Lecouviour. Il en veut, Josiane Lecouviour. Il se retrouve en garde à vue et il entend les déclarations de Venceslas Le Cerf qui accusent, qui mettent toute la responsabilité sur Josiane Lecouviour. Sébastien Bonneau, avocat de Loïc Duguet. Donc, dans ce moment-là, il en veut énormément à Josiane et il ne pense pas à son intérêt. Il réfléchit à se décharger et à impliquer encore davantage Josiane Lecouviour. Et Josiane Lecouviour vous a demandé de vous charger de cet accident. Pas tout de suite. Pas la première fois. Après, oui. Et puis régulièrement. Elle m'a demandé si je pouvais le faire, cet accident. Et vous étiez d'accord? Je lui ai pas dit un oui ferme, mais on peut dire que j'étais engagé dans le processus de la chose, quoi. Elle savait qu'il lui était entièrement dévoué. Roxana Nasserzadeh, avocate de la partie civile. Et je pense qu'à aucun moment, elle s'est imaginée qu'il pourrait avoir des déclarations qui la mettraient en cause, qu'il pourrait dire la vérité. Alors, vous l'avez provoqué, cet accident? J'ai essayé, mais j'ai pas réussi. Je me suis rendu compte que j'étais pas capable de faire un truc pareil. Alors j'ai envisagé éventuellement de saboter la voiture. Madame, elle m'avait dit que sa belle-mère avait une BM rouge. Il y a la première étape, c'est la résistance. Et la deuxième étape, c'est quoi? Le soulagement. Adjudant-chef Le Gall, brigade de recherche. Une fois que quelqu'un commence à parler, c'est facile. C'est le plus dur, c'est de franchir le pas. J'ai bien senti que j'étais pas capable de faire un truc pareil, là, c'était pas possible. Duguay affirme, à un moment, je lui ai proposé de trouver quelqu'un pour faire le sale boulot parce que je savais pertinemment que moi, je n'y arriverais pas et que ça ne m'intéressait pas. Vous dites quoi? J'ai rien à dire pour l'instant. Comment elle vous est venue l'idée d'engager quelqu'un pour faire ce boulot? Ça m'est venu le soir de la crémaillère chez mon frère. J'ai vu ce type, là, Le Cerf. C'était un videur de boîte de nuit, un vantard. Alors tout de suite, là, j'ai pensé que c'était ce genre de type, là, qui était capable de faire ce genre de choses pour du pognon. Et vous nous parlez comme ça, de but en blanc? Presque. C'est plus du tout le même bonhomme. En fait, il dit la vérité. C'était contre nature, le comportement qu'il avait auparavant. Donc après, il discute, en fait. Et il n'invente pas. Il raconte. Il raconte tout simplement l'histoire, la vraie histoire. Quand vous avez quelqu'un qui panique, qui est perdu... Sébastien Bonneau, avocat de Loïc Duguet. C'est justement parce que cette personne ne raisonne plus. Et si elle ne raisonne plus, elle dit des choses insensées. Et donc Loïc a dit des choses insensées. Je lui demande s'il serait capable d'éliminer quelqu'un pour de l'argent. Qu'est-ce qu'il vous répond? Il a simplement dit faut voir. Vous en avez parlé à Madame Lecouviour? Oui. Duguay dit qu'il vous en a parlé. Et que vous lui auriez dit de voir combien il prendrait pour faire ça et si c'était quelqu'un de vraiment sûr. Vous répondez quoi? J'ai rien à déclarer. Et Le Cerf a demandé combien? Il a demandé 20 000 euros pour faire ça. Qu'est-ce que vous en dites? J'ai rien à dire pour l'instant, c'est faux. Mais quand vous dites que c'est faux, c'est parce que... Et vous avez demandé plus? Je dis que c'est faux et que je n'ai pas demandé de tuer ma belle-mère et que je ne l'ai pas tuée. Pourquoi c'est faux? Expliquez-nous pourquoi vous dites que c'est faux. Adjudant-chef Le Gall. Mais à chaque fois, c'était des réponses très courtes. La plupart de ces réponses, c'était 3 mots. Donc je ne sais pas, ou je ne veux pas, je m'expliquerai plus tard. Donc vous n'avancez pas. Donc c'était la stratégie qu'elle avait choisie. Donc je crois que Josiane, avec son intelligence et malgré la situation, a cherché effectivement à être crédible et à répondre le mieux possible, malgré la fatigue aux questionnements incessants qui lui étaient faits. Thierry Filion, avocat de Josiane Lecouviour. Encore une fois, en lui présentant une vérité
qui était définitive pour les enquêteurs, alors que ce n'était pas la vérité pour Josiane Lecouviure. On a ensuite demandé à Duguay s'il vous avait annoncé la somme demandée. Et comment vous aviez réagi? Et qu'est-ce qu'elle a dit, madame? Madame, elle a dit c'est cher, mais j'accepte de verser cette somme si les faits sont commis. Et comment vous finalisez l'affaire? J'ai dit à Leclerc que c'était OK pour les 20 000. Et je lui ai dit qu'il fallait qu'il se débrouille tout seul pour arriver à ses fins. Vous lui donnez pas plus de détails? Je lui ai donné un descriptif de la propriété. Je lui ai dit le chemin. Vous pouvez nous expliquer comment Duguay a pu donner un descriptif de la propriété alors qu'il n'y est jamais entré et qu'il n'y a jamais travaillé? J'ai rien à expliquer. Et comment s'est passée la remise de l'argent? On a convenu d'un rendez-vous à la plage. Leclerc est venu s'asseoir dans ma voiture, côté passager. Et puis, il m'a dit que c'était bon. Alors, je lui ai remis l'enveloppe Kraft marron où il y avait les 20 000 euros. Et puis lui, il m'a remis un sac avec les bijoux qu'il avait pris chez les Lecouviure. Pourquoi Leclerc vous a remis les bijoux qu'il avait prélevés chez le père Lecouviure? En fait, madame, elle m'avait demandé de bien m'assurer que le travail était effectué. C'est elle qui m'a dit de demander aux exécutants, de leur demander de prélever des bijoux portés par les Lecouviure. Qu'est-ce qu'il y avait comme bijoux? Dans le sac, il y avait 2 ou 3 montres, un bracelet, des bagues, puis des chevalières. Qu'est-ce que vous en avez fait? Le vendredi, là, quand j'ai quitté Leclerc, je suis allé immédiatement chez monsieur et madame Lecouviure, parce que je savais que monsieur n'était pas là et que madame, elle était seule. Alors, je lui ai remis le sac de bijoux, on est allé le cacher sous une dalle près de la piscine, et là, elle n'a même pas regardé ce qu'il y avait à l'intérieur. Pourquoi? En fait, madame, elle était bouleversée. Parce que le matin même, elle avait appris que sa belle-mère, elle avait été tuée lors d'un cambriolage. Si le projet était vraiment un assassinat, elle ne devait pas être bouleversée. Elle s'y attendait. Vous avez touché de l'argent pour votre rôle d'intermédiaire? Rien. Rien du tout. Mais madame, elle m'avait fait la promesse qu'elle me donnerait de l'argent. Sans me dire combien, elle m'avait dit 10 000 ou plus, ça dépendrait, mais moi j'avais dit non, ça m'intéresse pas, moi. J'ai pas fait tout ça pour l'argent. Pourquoi vous avez fait tout ça, alors? Je sais pas, moi. Si j'ai bien compris, vous avez toujours fait ce que les Lecouviure vous demandaient. Entretenir la propriété, leur rendre des services de garde-maison. Alors en fait, est-ce que vous n'avez pas fait tout ça justement parce que vous avez toujours fait ce que les Lecouviure vous demandaient? Je sais pas, peut-être inconsciemment, j'en sais rien. Et puis ça m'a soulagé, moi, de trouver quelqu'un pour le faire. Voilà, comme ça, madame, après, elle n'allait plus m'embêter avec cette histoire. Dans cette histoire-là, justement, c'était moi le confident de madame. Elle me l'avait dit. Elle m'avait dit que cette histoire, c'était notre secret. Et puis, un secret comme ça nous liait l'un à l'autre pour toute la vie. C'est la relation employé-employeur. Voilà. Je pense, quelque part, est-ce qu'on peut pas appeler ça dominant-dominé? Ça se rapproche un peu de ça. À la suite des aveux de Loïc Duguay, une perquisition est effectuée chez Josiane Lecouviure en présence de son mari Jean-Jacques. Quand les enquêteurs sont allés, avec les explications simples qu'il avait données... Adjudant-chef Saïek, brigade de Plouet. On trouvait tout de suite les bijoux, montres, etc., qui se trouvaient à cet endroit-là, ce qui prouvait bien que la boucle était bouclée. Et la mise en cause de Josiane Lecouviure ne faisait plus beaucoup de doutes sur le fait qu'elle soit bien la commanditaire de tout ça. Et en fait, le nœud coulant s'est resserré complètement sur Madame Lecouviure. Lieutenant Serre, section de recherche. Sans avoir eu aucune explication de sa part par rapport à son attitude de défense, de méfiance et de rejet depuis le départ. Là, à ce stade, ça devenait surprenant. Parce que elle devait saisir l'opportunité qui lui était tendue. Je voulais vous informer que sur les indications de Loïc Duguay et en présence de votre mari, les bijoux dérobés lors de l'agression ont été retrouvés dans votre propriété. Qu'avez-vous à déclarer? Il y a quand même
son mari, Jean-Jacques, là, doit se rendre compte, elle dit, mais dans quelle situation, quel choc émotionnel pour lui d'être présent, d'être trouvé en présence des bijoux qui appartenaient à son père, là. Donc là, vas-y, là, même lui, même s'il m'a défendu, même s'il ne croyait pas jusqu'à présent que j'avais pu tenir un rôle dans cette affaire-là, là, il est forcé de constater que c'est pas lui qui les a mis là, les bijoux. Donc si c'est pas lui, ça ne peut être que moi. À ce stade de l'audition, vous avez des déclarations supplémentaires à faire? Non. Madame Lecouviure, je vais vous déférer devant le procureur. Les aveux de Le Cerf et du Guet vont suffire pour vous renvoyer devant les assises. Et croyez-moi, les jurés ne vont pas être tendres avec vous. Nier les faits ne vous aidera absolument pas. Bien au contraire. Tu peux imprimer. Ok. Je vais tout vous dire. Et c'est pas ce que vous croyez. J'ai jamais voulu la tuer, jamais. Calmez-vous, Madame Lecouviure. C'est au moment où je passe à proximité d'elle, face à la notification que je venais de lui faire, qu'elle se saisit de ma main, à deux mains, me touchant, se mettant à pleurer, en s'effondrant sur le fauteuil. Elle dit « Mais moi, ce que j'ai commandité, c'est un cambriolage, je n'ai pas commandité un homicide. » Et là, je lui explique « Mais il faut nous l'expliquer. » Est-ce que vous êtes d'accord pour nous donner votre version? Oui. Alors, il faut le faire dans le cadre légal. Il faut reprendre l'audition. En tant que professionnel, il nous fallait réagir, mettre de côté notre surprise et immédiatement réagir parce qu'il ne nous restait même pas une heure pour faire la dernière audition, puisqu'elle était prête à la faire, et également mettre en forme la procédure et déférer Madame Lecouviure devant le magistrat du parquet de Lorient. Donc, effectivement, on a été surpris, mais le professionnalisme a pris le pas de manière à réagir à la situation. Pouvez-vous nous indiquer le lien que vous avez avec cette affaire? Ma belle-mère nous avait parlé d'un coffre. Qu'elle avait dans sa chambre. Et dans lequel elle gardait tous les papiers qu'elle avait depuis des années. Alors, j'ai eu l'idée stupide de demander à mon jardinier de m'aider à faire un cambriolage, un faux cambriolage. Il m'a dit qu'ils avaient des connaissances et que je pensais sûr. Il devait rentrer dans la maison, ouvrir le coffre et me ramener tous les papiers. Donc si je comprends bien, vous avez demandé à Duguay de vous organiser un cambriolage. En aucun cas l'homicide de votre belle-mère. Voilà. Mais il n'y avait pas de coffre. Ces papiers, c'était quoi? C'était un testament. Oui, non, je sais, je me mêlais de ce qui ne me regardait pas, mais je ne pouvais pas supporter que mon beau-frère et mon mari se fassent des illusions. Qu'est-ce que votre belle-mère vous avait laissé penser par rapport à ces papiers? Eh ben, que la famille allait être dépossédée, tiens. Elle nous avait fait comprendre, à mon mari, son frère et sa sœur, qu'elle allait bien nous entuber. Que lui qui est venu après les faits, je lui ai dit que ma belle-mère était décédée. Et il était très étonné parce que c'était pas du tout ce qu'il avait voulu. Effectivement, les éléments qu'elle nous déclare n'allaient pas dans le sens de son jardinier. Mais c'était ses explications, c'est ses mots, et on avait donc l'obligation de les recueillir. L'interrogateur, en fait, il doit être un technicien, poser les questions, mais en même temps, ne pas le faire fuir pour l'amener à se confier. C'est un confesseur. Quand Duguay vous a dit qu'il n'y avait pas de coffre, quelle a été votre réaction? J'étais atterrée. Et vous lui avez dit quoi par rapport aux bijoux? Mais je lui ai dit que j'en voulais pas, je les ai même pas regardés d'ailleurs. Mais pourquoi vous nous dites ça seulement maintenant? Vous aviez tout le temps tout à l'heure. Je veux corriger l'image qu'il y a de moi, là.
J'ai jamais fait de mal à personne. Je veux pas qu'on me perçoive comme quelqu'un qui a imaginé ça. Je ne suis pas cupide. Je regrette ce qui s'est passé. Vraiment. Je pensais pas que ça allait se terminer comme ça. Ça fait du bien d'avoir parlé. Tellement bien. Mais pourquoi ne pas l'avoir dit avant? J'ai pas osé. À cause de ma position. À ce stade de l'audition, il aurait été très intéressant pour nous de pouvoir bénéficier de 24 heures de prolongation Thierry Filion. de garde à vue concernant Madame Josiane Lecouviure, puisqu'elle avait commencé à faire une démarche d'explication et pour tout enquêteur digne de ce nom, il aurait aimé pouvoir la questionner et à la pousser jusqu'au fond de sa démarche explicative. Or là, il y a eu une petite frustration parce qu'on n'a pas pu aller jusqu'au bout du questionnement. Tenez, vous relisez, vous signez en bas de la page. Cette garde à vue se termine à la limite du temps réglementaire. 3 des 4 personnes mises en cause ont avoué un assassinat maquillé en cambriolage. La dernière, Josiane Lecouviure, reconnaît seulement avoir commandité un vol de documents. Quelques mois plus tard, Le Cerf, Madé et Duguay reviennent sur leur première déclaration et se calent sur la version de Josiane. Ils affirment en chœur qu'il n'a jamais été question d'assassiner Anne-Marie Lecouviure. 3 ans plus tard, le 22 mai 2012, le procès de Josiane Lecouviure, de Loïc Duguay, de Wenceslas Le Cerf et de Guénolé Madé s'ouvre devant la cour d'assises du Morbihan. L'enjeu des audiences, déterminer s'il s'agit d'un assassinat ou d'un cambriolage qui aurait mal tourné. Le 2 juin, après 15 jours de débat et 7 heures de délibéré, le verdict tombe. La réponse à la question de l'assassinat et de la complicité d'assassinat pour Josie, c'est non. Thierry Filion, avocat de Josiane Lecouviure. Josie me donne la main pendant l'énoncé du verdict, et à partir de ce moment-là, pendant quelques secondes au moins, c'est bon. La peine va être une peine, on va dire, acceptable, autour de 10 ans d'emprisonnement, et la sentence, donc la peine tombe comme un coup près, comme d'habitude aux assises, c'est 15 ans de réclusion criminelle, ce qui nous semble à ce moment-là totalement disproportionné par rapport évidemment à la personnalité de Josiane, qui, tout le monde le sait, hein, personne ne remet ça en cause, est une femme avec un passé sans tache et qui n'est pas dangereuse pour l'ordre public. Loïc Duguay, lui, prend 8 ans, Wenceslas Le Cerf, 18 ans, et Guénolé Madé, 15 ans. Nos avocats nous disent, mais vous allez voir, après le procès, on tourne une page et... Benoît Audran, fille de la victime. Et il est plus facile de faire son deuil, c'est fou. 1 an après, jour pour jour, le procès en appel se tient à Rennes dans une autre atmosphère. C'est un procès qui est peut-être moins tendu que le premier, avec une version un peu différente de l'accusation qui va nommément viser Jean-Jacques et Philippe Lecouviure, qui ne sont pas accusés, qui n'ont même jamais été placés en garde à vue dans le dossier, mais qui vont se trouver sous les accusations de l'avocat général, qui va les désigner comme responsables à leur place de ce qui s'est passé. C'est assez étonnant. À qui profite le crime? Il profite incontestablement à Philippe, à Jean-Jacques et à Catherine Lecouviure. Roxana Nasserzadeh. Et lors du procès en appel de Josiane Lecouviure, l'accusation, la personne de l'avocat général, s'est tournée lors de ses réquisitions vers les frères Philippe et Jean-Jacques Lecouviure, en leur disant que tout cela ne serait pas arrivé sans eux et que ce sont des personnages méprisables. Les peines sont alourdies. 16 ans au lieu de 15 pour Josiane Lecouviure et 9 ans contre 8 pour Loïc Duguay. À nouveau, l'assassinat n'est pas reconnu. Les peines données, c'est vrai, ont pu nous donner satisfaction parce que ça a été des peines que l'on donne lorsqu'il y a eu assassinat, mais l'assassinat n'a pas été reconnu. Or, pour nous, maman, avec ce qu'elle a eu, elle a été assassinée. Je pense que l'argent a bouleversé cette famille, et malheureusement bouleversé dans des conditions telles qu'on est arrivé à ce drame. Un drame qui n'a rien résolu. C'est aussi, on peut le dire, un regret supplémentaire parce que aujourd'hui, Josiane
est en prison. Jean-Jacques et Philippe ne sont pas réconciliés avec leur père. Ils sont en lutte constante et fratricide avec leur sœur. C'est-à-dire qu'en définitive, Anne-Marie est morte. Josiane vit très difficilement son incarcération et cette affaire, et rien n'a changé. Vous venez d'écouter le dernier épisode de l'affaire Le Couviour. Retrouvez-nous bientôt pour une nouvelle affaire. Et d'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast et à lui mettre plein d'étoiles.